Vous pensez vraiment que l'amorce qui pue l'ail à plein nez ou qui fermente depuis 3 jours dans votre garage est un aimant à poisson? Et si je vous disais que c'est exactement l'inverse? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un monument sacré de notre passion. Nous allons parler de la fameuse astuce de grand-père pour préparer l'amorce. Vous savez de quoi je parle? Cette croyance absolue que plus ça sent fort, plus c'est vieux, plus c'est chargé en produits mystères et plus le poisson va mordre. Je vous préviens tout de suite, ce que vous allez entendre va totalement à l'encontre de ce qu'on vous a appris quand vous étiez gamin sur le bord de l'eau. Je vais vous prouver que cette vieille habitude fait fuir beaucoup plus de poissons qu'elle n'en attire. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la véritable raison pour laquelle votre flotteur reste parfois immobile pendant des heures, alors que vous pensiez avoir le mélange parfait. D'ailleurs, posez-vous la question et répondez-moi en commentaire. Quel est l'ingrédient le plus bizarre que votre grand-père mettait dans son amorce? Commençons par remettre les choses dans leur contexte. La pêche, c'est avant tout une histoire de transmission. Nous avons presque tous appris à pêcher avec un ancien, un père, un grand-père, un vieil oncle. Et avec la technique, ils nous ont transmis leurs croyances. À l'époque, il y a 30, 40 ou 50 ans, les rivières et les étangs étaient différents. Il y avait souvent beaucoup plus de poissons et surtout, la pression de pêche n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Les anciens avaient donc développé des recettes d'amorce très agressives. Des mélanges à base de pain suri, de doses massives d'anis, de chènevis fermentés à la limite de la pourriture, ou même de produits de pharmacie comme le camphre. L'idée était simple. Il fallait marquer le coup violemment pour appeler le poisson de très loin. Et comme ça fonctionnait à leur époque, cette vérité est devenue une règle d'or intouchable. On continue de reproduire ces gestes par respect, par nostalgie ou simplement par habitude. On se dit que si ça marchait en 1980, ça doit marcher aujourd'hui. Mais l'environnement aquatique a changé, et les poissons aussi. Imaginez la scène. Vous êtes dans votre garage la veille de l'ouverture ou d'une belle session dominicale. La lumière est faible, il fait un peu frais. Vous sortez le vieux seau en plastique rayé, celui qui vous suit depuis plus de 20 ans. Et là, vous commencez le rituel. Le fameux rituel hérité de votre grand-père. Vous mélangez la chapelure, le maïs et surtout, vous ajoutez cette fameuse potion magique. Cela peut être une dose massive d'ail écrasé, de l'huile d'anis étoilée à forte dose ou même des restes de pain mouillé qui fermentent et qui piquent sévèrement le nez. Pour vous, cette odeur forte, c'est l'assurance d'une bourriche bien remplie. Vous vous dites sincèrement que si ça sent si fort hors de l'eau, les poissons vont le sentir à 1 kilomètre à la ronde et accourir. C'est une conviction profonde, ancrée en vous depuis votre enfance. Vous brassez le tout à main nue. L'odeur s'imprègne sur vos doigts, au point que même le savon n'arrivera pas à la faire partir. Vous êtes confiant. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement une fois que cette boule compacte et ultra odorante touche le fond de l'eau? La vérité est bien loin de ce que vous imaginez. Le lendemain matin, vous arrivez sur les bords de l'étang. La brume se lève doucement au-dessus de l'eau. Il n'y a pas un bruit. C'est le calme plat. Vous vous installez minutieusement. Vous formez vos grosses boules d'amorce, bien dures, bien lourdes, gorgées de ces effluves surpuissantes. Et là, boum, boum, boum! Vous bombardez votre cou avec 5 ou 6 grosses oranges de ce mélange. L'odeur remonte même à la surface. Vous la sentez depuis votre siège de pêche. Dans votre esprit, le message est envoyé. Le festin est servi et les poissons n'ont plus qu'à passer à table. Vous échez votre hameçon, vous réglez votre fond, vous lancez la ligne avec précision juste au milieu de la zone amorcée. Vous posez la canne sur le support. Vous allumez peut-être une cigarette ou vous servez un café chaud en attendant la première touche. Vous êtes persuadé que dans les 10 minutes, le flotteur va couler franchement. Après tout, vous avez suivi la recette sacrée à la lettre. Le piège olfactif est en place, prêt à attirer tout ce qui nage dans un rayon de 100 mètres. Mais voilà, les minutes passent. 30 minutes, 1 heure. Le flotteur n'a pas bougé d'1 millimètre. Pas la moindre petite tirée, pas le moindre tressaillement qui indiquerait la présence d'un poisson fouilleur. Le silence sur l'eau devient pesant. Vous commencez à vous poser des questions. Vous regardez le pêcheur installé 50 mètres plus loin. Lui, il n'a pas fait de bruit.
Il a jeté quelques petites boulettes discrètes et vous le voyez épuisette en main en train de sortir une belle brème. Puis un gardon. Vous êtes toujours à fixer un bout de plastique inerte. Qu'est-ce qui cloche? Vous vous dites que vous êtes mal placé, que le vent a tourné, que la pression atmosphérique n'est pas bonne. On trouve toujours de bonnes excuses pour justifier un capot. Mais la réalité, c'est que le problème se trouve exactement au bout de votre ligne, dans le fond de l'eau. Le problème, c'est cette fameuse recette de grand-père qui repose sur le fond. Au lieu d'être une table d'hôte accueillante pour les poissons, elle s'est transformée en une véritable zone de quarantaine qu'ils évitent soigneusement. Parlons d'abord du mythe de la puissance olfactive. Le vieil adage dit qu'il faut que ça sente fort pour attirer de loin. C'est vrai que les poissons, comme les carpes ou les brèmes, ont un odorat extrêmement développé. Ils captent des molécules dissoutes dans l'eau à des concentrations infimes. Mais c'est précisément là que réside le piège mortel de notre recette ancienne. Quand vous utilisez un produit surdosé, comme de l'huile essentielle d'ail, du viandox à outrance ou du concentré d'anis, vous pensez bien faire. Sauf que dans l'eau, la perception n'est pas la même que dans l'air. Pour un poisson, une odeur trop puissante ne signifie pas de la nourriture abondante. Elle signale une anomalie chimique, un danger potentiel ou une matière toxique. Pensez-y une seconde. Si vous entrez dans une boulangerie qui sent légèrement le pain chaud, ça vous donne faim. Mais si on vous enferme dans une pièce où l'on a vaporisé 10 litres de parfum bon marché, vous n'allez pas rester. Vous allez fuir, parce que vous ne pouvez plus respirer. Pour le poisson, c'est exactement la même sensation de suffocation olfactive. C'est ce qu'on appelle la saturation de la zone. Quand vos grosses boules d'amorce surchargées en arômes touchent le fond, elles se désagrègent et créent un nuage invisible. Ce nuage ne se disperse pas toujours de manière homogène. S'il n'y a pas de courant, cela forme une bulle chimique extrêmement dense juste autour de votre hameçon. Les poissons qui nagent en périphérie sentent l'odeur de très loin, c'est vrai. Ils s'approchent, attirés par le message initial. Mais plus ils se rapprochent du centre du cou, plus la concentration devient insupportable pour leur sens délicat. Arrivés à 1 ou 2 mètres de votre èche, ils se heurtent à ce qu'on pourrait appeler un mur d'odeur. C'est comme s'ils percutaient une barrière invisible. Leurs récepteurs sensoriels saturent totalement. Au lieu d'entrer dans la zone pour se nourrir, ils font demi-tour et se tiennent à distance respectueuse. C'est pour cela que parfois, vous attrapez des poissons uniquement en pêchant complètement en dehors de votre cou amorcé, là où l'odeur s'est suffisamment diluée pour devenir acceptable. Ensuite, abordons le problème de la fermentation. Beaucoup de grands-pères laissaient tremper du grain, du chènevis ou du pain pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce qu'une odeur aigre et piquante s'en dégage. L'idée était de prédigérer les particules pour les rendre irrésistibles. Si une légère fermentation peut parfois être attractive en plein été, une fermentation excessive est une catastrophe absolue. Quand le mélange devient trop suri, il produit de l'acide lactique et d'autres composés très acides. Lorsque vous lancez cela dans votre étang, vous modifiez localement et brutalement le pH de l'eau sur le fond. Les poissons sont des créatures très sensibles aux variations de pH de leur environnement. Un fond, soudainement devenu très acide à cause d'un seau d'amorce pourri, va irriter leurs branchies et leur peau. Ils ne viendront pas fouiller dans une zone qui les brûle ou les incommode physiquement. Au lieu d'un repas, vous leur avez servi une flaque d'acide repoussante. Vous avez déjà sûrement vécu cette situation extrêmement frustrante. Vous êtes assis, vous regardez votre cou et vous voyez des chapelets de bulles remonter à la surface. Des dizaines de bulles. Vous vous dites, ça y est, ils sont là, ils fouillent, ça va mordre d'une seconde à l'autre. Vous tenez la canne fermement, la main crispée. Mais il ne se passe rien. Pas une seule vraie touche. Juste des faux tremblements du flotteur qu'on appelle des touches de ligne. Pourquoi? Parce que les poissons, bien présents sur la zone, refusent de manger ce qui s'y trouve. Ils tournent autour, ils s'excitent sur les particules en suspension qui ont dérivé plus loin. Ils frôlent votre fil de pêche avec leurs nageoires, d'où les fausses touches. Mais ils ne mettent pas la bouche sur l'amorce centrale, ni sur votre appât qui baigne au milieu de ce jus repoussé. C'est la preuve visuelle parfaite
que votre amorce de grand-père a attiré les poissons sur le secteur, mais les a complètement dégoûtés au moment de passer à l'acte de s'alimenter. Il y a aussi une autre vieille pratique redoutable, l'utilisation de produits issus de la pharmacie ou du garage. Je suis sûr que certains d'entre vous ont connu des anciens qui ajoutaient quelques gouttes de pétrole, du WD-40 ou des huiles camphrées destinées au rhumatisme dans leur bac à amorce. À une époque où les cours d'eau étaient paradoxalement riches en poissons affamés, mais parfois pollués par l'industrie, ces odeurs chimiques créaient une curiosité. Les poissons s'approchaient par instinct de découverte. Mais aujourd'hui, faites cela dans un étang de pêche moderne ou une rivière plus propre, et c'est le désastre garanti. Les poissons contemporains associent instantanément ces traces d'hydrocarbures ou de produits de synthèse agressifs à un danger mortel. Une seule goutte de ces produits d'un autre temps suffit à polluer chimiquement votre cou et à garantir la fuite immédiate de toute forme de vie aquatique dans les parages. L'astuce magique devient un véritable poison pour votre session. Passons maintenant à l'aspect visuel de l'amorce. Les vieilles recettes comportaient souvent des terres ou des farines très claires, créant de grosses taches jaunes vifs ou blanches sur le fond de l'eau. Dans l'esprit des anciens, il fallait que ça se voie de loin, comme un panneau publicitaire lumineux. Or, il faut comprendre le comportement de survie du poisson, notamment du poisson blanc comme le gardon ou la plaquette. Ces poissons sont des proies. S'ils s'installent pour manger sur une tache très claire posée sur un fond sombre de vase ou de feuilles mortes, leur silhouette foncée se détache parfaitement sur le fond clair de l'amorce. Ils deviennent des cibles hyper visibles pour les carnassiers comme le brochet, le cendre ou même les grands cormorans. Par instinct de survie absolu, un poisson blanc moderne hésitera énormément avant de s'aventurer sur une zone de couleur criarde. Il préférera rester en bordure du cou, caché dans l'ombre, laissant votre èche intacte au centre de la zone dangereuse. Et que se passe-t-il quand l'amorce effraie les petits poissons? C'est l'effet domino catastrophique de la pêche au cou. Les petits poissons, comme les ablettes ou les petits gardons, sont les sentinelles de la rivière. Ce sont eux qui arrivent généralement les premiers sur un coup amorcé. Leurs mouvements erratiques, leurs fouilles actives et le bruit qu'ils font en mangeant agissent comme un signal de rassemblement pour les plus gros spécimens. Une grosse carpe ou une grosse brème qui entend l'activité des petits poissons se sent en sécurité et s'approche pour prendre sa part du repas. Mais si votre amorce surdosée ou mal préparée fait fuir ses sentinelles, la zone reste désespérément silencieuse et morte. Les gros poissons, méfiants par nature, comprendront vite que si aucun petit ne s'y aventure, c'est qu'il y a un danger caché ou que la nourriture n'est pas comestible. En perdant le petit poisson à cause d'une amorce de grand-père inadaptée, vous perdez automatiquement toute chance de capturer les gros. Parlons justement des carnassiers. Vous vous dites peut-être que si l'amorce ne concerne que les poissons blancs, les prédateurs n'en ont que faire. C'est une erreur de jugement. Quand une zone est saturée d'une odeur repoussante, de fermentation excessive ou de produits inadaptés, le petit fretin quitte les lieux en vitesse. Le brochet ou le cendre, qui chassent en suivant les bancs de poissons fourrage, ne trouveront plus aucun intérêt à rôder autour de votre cou. Pire encore, l'odeur agressive ou la modification de l'acidité de l'eau peut également déranger les sens ultra développés des prédateurs. Résultat, en pensant amorcer un coup pour faire venir de la blanchaille afin de pêcher le carnassier au vif juste à côté, vous venez en réalité de stériliser toute la zone. L'astuce ancestrale a eu l'effet inverse de celui escompté. Elle a créé un désert sous-marin où même les poissons de passage accélèrent pour ne pas s'y attarder. C'est le capot assuré sur toute la chaîne alimentaire de votre spot. La quantité est aussi un énorme problème hérité des pratiques anciennes. Dans le temps, on voyait souvent des pêcheurs vider la moitié d'un seau de 20 litres dès le début de la session. C'était ce qu'on appelait l'amorçage lourd. L'idée était de gaver la zone pour bloquer le poisson sur place toute la journée. Aujourd'hui, avec la diminution des cheptels dans certaines eaux publiques et l'éducation des poissons, balancer 10 kilos de farine fortement odorante est une aberration. Le poisson moderne se méfie des montagnes de nourriture qui apparaissent soudainement. De plus, s'il se décide à manger, il sera très vite rassasié par cette abondance. Et mathématiquement,
S'il y a des milliers de particules alléchantes autour de votre simple hameçon, quelles sont les chances qu'ils choisissent précisément le vôtre? Quasiment nulles. Vous avez créé une concurrence déloyale envers votre propre appât. L'amorce de grand-père, jetée en quantité industrielle, ne fait pas venir plus de poissons. Elle gave simplement les quelques rares courageux qui s'y sont risqués. Il est crucial de comprendre la notion de poisson éduqué. Les rivières et les étangs du XXIe siècle ne sont plus les mêmes. Les poissons subissent une pression de pêche constante. Ils voient passer des montages, des plombs, des fils fluorocarbone et des kilos d'amorces diverses et variées chaque week-end. Un poisson qui a été piqué et relâché plusieurs fois ou qui a vu ses congénères disparaître au milieu de nuages de farine jaune sentant l'ail à plein nez possède une mémoire de survie. Il associe désormais cette odeur spécifique, cette texture grossière et cette couleur vive à une menace imminente. La recette secrète du grand-père, si elle était révolutionnaire et peu connue à l'époque, est aujourd'hui devenue le signal d'alarme le plus bruyant du monde sous-marin. Continuer à l'utiliser sans réfléchir, c'est littéralement sonner l'alarme anti-intrusion au fond de l'étang et prévenir tous les poissons des environs qu'un pêcheur est installé juste au-dessus. Il faut également détruire l'illusion de la poudre magique. Beaucoup de pêcheurs s'obstinent avec les recettes de grand-père parce qu'ils refusent d'admettre que la pêche demande de la réflexion et de l'adaptation. Il est beaucoup plus facile psychologiquement de se dire que l'on n'a pas mis assez d'additifs miracles, plutôt que d'admettre que l'on a mal choisi son poste, que l'on a mal sondé le fond, ou que le montage est trop grossier. La croyance en un ingrédient suprême, censé vaincre toutes les conditions climatiques et toutes les méfiances des poissons, est un frein à votre progression. L'amorce ne compense jamais une mauvaise technique. Vous pourriez jeter le meilleur caviar du monde dans une zone dépourvue de poissons. Vous ne feriez pas une touche. Et inversement, un simple grain de maïs bien présenté là où le poisson s'alimente naturellement rapportera des touches. Le secret de l'ancien temps reposait souvent sur leur connaissance parfaite de la rivière, bien plus que sur leur mélange de farine malodorante. Prenons un scénario spécifique pour illustrer ce désastre. La pêche, en plein cœur de l'été, pendant les fortes chaleurs. L'eau est chaude, les niveaux sont bas et l'oxygène dissous diminue drastiquement. Vous arrivez avec la recette familiale à base de graines trempées depuis une semaine et de farine grasse. Vous balancez tout cela sur un fond vaseux où il y a 1,50 m d'eau. Que va-t-il se passer? La chaleur de l'eau va accélérer instantanément la putréfaction de votre amorce. En se décomposant, cette matière organique va consommer le peu d'oxygène qui restait sur le fond. Vous créez littéralement une zone morte, anoxique, où les poissons ne peuvent littéralement plus respirer. Les carpes et les tanches, au lieu de venir s'alimenter, vont fuir vers les zones plus aérées ou la surface. En voulant bien faire et en respectant la tradition, vous avez asphyxié votre propre coup de pêche. Une amorce légère et neutre aurait été 100 fois plus efficace. L'inverse est tout aussi vrai en plein hiver. L'eau est glaciale. Les poissons ont le métabolisme au ralenti. Ils bougent peu et mangent encore moins. Le grand-père disait toujours qu'il fallait une amorce riche et grasse pour les attirer quand il fait froid. Vous suivez le conseil. Vous ajoutez généreusement de l'huile de chènevis ou des graisses animales dans votre bac. Le problème technique, c'est que les graisses et les huiles figent au contact de l'eau froide. Votre belle boule d'amorce, une fois au fond, ne se désagrégera pas. Elle va rester là, sous la forme d'un caillou dur, gras et totalement inerte qui ne diffuse aucune particule et aucun parfum. Les rares poissons engourdis qui passeront par là ignoreront ce bloc de béton indigeste. Les méthodes anciennes ne tenaient pas toujours compte des propriétés physiques des ingrédients selon la température de l'eau. Aujourd'hui, la science des appâts a prouvé qu'en hiver, il faut des farines pauvres, très fines, et surtout des additifs à base d'alcool qui se diffusent dans l'eau glacée. Comparez maintenant cette vieille méthode lourde avec l'approche moderne et minimaliste. Vous voyez de plus en plus de spécialistes arriver sur les berges avec un simple petit seau. Leur amorce est fine, tamisée 2 fois pour s'aérer parfaitement. Elle a une couleur sombre, noire ou brune,
qui se fond idéalement avec le fond de l'étang pour ne pas éveiller la méfiance. Et surtout, son odeur est subtile. Ça sent bon le biscuit ou la coriandre douce, mais ça ne prend pas au nez. Ils n'amorcent pas avec 5 kilos. Ils font un petit tapis discret, juste assez pour éveiller l'appétit sans jamais gaver. Et surtout, ils agrènent. Quelques asticots, quelques graines de maïs lancées régulièrement à la fronde pour faire du bruit en surface et simuler des insectes qui tombent. Cette approche imite la nature. Elle ne crée pas un mur olfactif, elle ne modifie pas le pH du fond, elle n'effraie pas par sa couleur. Et devinez quoi? Ce sont eux qui enchaînent les touches régulières pendant que la vieille recette fermente bêtement au fond de l'eau. Il y a aussi une part de psychologie fascinante chez le pêcheur face à l'échec. Quand nous faisons une session sans rien prendre, ce fameux capot que tout le monde déteste, nous cherchons un coupable. Et bizarrement, on accuse souvent tout sauf l'amorce de grand-père. On va dire que c'est la faute du vent d'Est qui refroidit l'eau, que c'est la faute de la lune qui était pleine la veille, ou alors qu'il n'y a tout simplement plus de poissons dans ce trou d'eau. Notre cerveau refuse d'admettre que l'action même que nous avons posée au début, cette préparation longue et odorante, est la cause directe de notre échec. C'est le biais de confirmation par excellence. Parce que nous avons attrapé un beau poisson avec cette recette il y a 5 ans, nous effaçons de notre mémoire les 20 fois où elle nous a fait faire chou blanc. Remettre en question l'amorce, c'est remettre en question tout ce qu'on a appris. Et ça, c'est très difficile à accepter sur le bord de l'eau. Alors, faut-il tout jeter à la poubelle et oublier les anciens? Pas du tout. L'astuce n'est pas de renier la recette, mais de l'adapter au contexte moderne. La sagesse réside dans le dosage. Si votre grand-père mettait un flacon entier d'arômes liquides dans son seau, la version moderne consiste à en mettre seulement quelques gouttes diluées dans un grand volume d'eau avant de mouiller vos farines. L'idée est de créer un halo olfactif extrêmement léger, presque imperceptible pour nous, mais largement suffisant pour les sens aiguisés des poissons. Si la recette prévoyait des farines fluo, assombrissez-les avec de la terre de toupinière naturelle. Si elle impliquait des graines très fermentées, lavez-les à l'eau claire avant de les utiliser pour retirer l'excès d'acide tout en gardant le cœur attractif. Vous gardez l'esprit de la recette, le profil aromatique qui fait le charme de votre passion, mais vous supprimez le côté répulsif et saturant. C'est l'alliance parfaite entre l'héritage du passé et la compréhension scientifique du présent. Pour vous en convaincre, je vous lance un défi pour votre prochaine sortie. La preuve ultime se fait toujours canne en main. Divisez votre zone de pêche en 2 coups distincts, éloignés d'une vingtaine de mètres si la place le permet. Sur le coup de gauche, appliquez la vieille méthode à la lettre. Chargez en arômes agressifs, faites des boules dures, envoyez la sauce massivement dès le départ. Sur le coup de droite, soyez moderne et discret. Une amorce sombre, fine, plus odorante, avec juste quelques particules pour retenir le poisson. Alternez votre pêche entre les 2 coups toutes les 30 minutes. Observez finement les touches, regardez la taille des poissons, notez le temps de réaction de chaque zone. Je peux vous parier que la différence sera flagrante. Le coup surdosé restera probablement stérile ou vous vaudra des fausses touches interminables. Le coup moderne vous offrira une pêche régulière, sereine et confiante. Les résultats parleront d'eux-mêmes et vous feront changer de méthode pour de bon. Pour résumer, la nostalgie est une belle chose, mais elle ne fait pas mordre les poissons. L'astuce de grand-père surchargée, puante et fermentée fonctionnait à une époque où la concurrence alimentaire était rude et les poissons naïfs. Aujourd'hui, cette même recette est devenue une arme de destruction massive pour votre cou. Elle sature l'eau, effraie les petits poissons par sa couleur, repousse les gros par son acidité et alerte les survivants par son odeur de danger. Le véritable secret, le moment où tout bascule dans la tête d'un pêcheur, c'est de comprendre que dans la pêche moderne, moins, c'est plus. Moins d'odeur, moins de quantité, plus de finesse et de discrétion. En divisant par 10 l'agressivité de vos recettes familiales, vous allez multiplier par 10 vos résultats au bord de l'eau. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a donné envie de modifier vos préparations,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de décryptage sans langue de bois. Laissez un pouce bleu pour soutenir le travail et surtout, partagez votre avis en commentaire. Êtes-vous prêt à abandonner la vieille recette familiale ou pensez-vous qu'elle a encore sa place au bord de l'eau aujourd'hui?